Voilà, donc la table ronde qui est programmée aujourd'hui rentre dans le cadre des conférences qu'organise depuis le déclenchement à peu près du mouvement populaire du 22 février, organisé par le collectif enseignants et ATS de l'université de Béjaïa. Donc, on a organisé jusqu'à présent presque une quinzaine de conférences. On a essayé de toucher tous les thèmes qui concernent la société en général, puisque c'est un mouvement populaire, et tous les thèmes sont à discuter. Et en particulier, l'aspect, ou bien, disons, tout le monde le sait, tout mouvement populaire, il y a toujours, ou mouvement social en général, donc il y a un aspect, une lutte quelque part, et le syndicalisme, évidemment, fait partie, ou bien si ce n'est pas la partie la plus importante dans tout mouvement social. Donc, sans tarder, avant de commencer, je tiens juste à excuser un peu le retard, vu les empêchements qui ont, dernière minute, certains invités. En même temps, on s'excuse un peu de la diffusion de l'information qui était venue un petit peu en retard, vu les contraintes de programmation. Sinon, je présente, alors ils sont avec nous aujourd'hui à ma droite, donc je commence par disons l'extrême droite pour le présenter un peu. Notre ami, notre collègue Malik Azi, coordinateur national du CNES, et aussi notre collègue enseignant, ancien aussi membre du bureau national du CNES, Kamal Aïsset. Et à ma gauche, donc, il y a monsieur Boualam Amoura, le secrétaire général du SATEF national, et aussi Lahsen Mansouri, coordinateur voilà, du CNAPEST de Béjaïa. Donc, on a essayé de, quand même, ça c'est une première, ici à l'université, donc on a essayé de réunir les syndicats, on a même invité, donc j'ai oublié de le mentionner, donc il s'est excusé à la dernière minute, le représentant, ou bien le président du bureau, le SG, voilà, le SG de l'Union de Wilaya de l'UGTA, donc qui a été quand même l'un des frondeurs de la centrale syndicale, si vous suivez l'actualité, voilà. Et, donc, il s'est excusé, justement, c'est ça, j'ouvre une parenthèse, c'est la caractéristique d'un syndicaliste, donc malheureusement, c'est le terrain. Donc actuellement, il est à Kharata, il y a un problème dont peut-être Kamel va en parler, il est plus au courant. Donc, il y a un problème d'un licenciement de travailleurs, donc ils se sont déplacés, il est sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il s'est excusé.
Voilà, donc sans tarder, on commence par peut-être notre ami Kamel Aïsset pour exposer sa vision et son point de vue. Donc on va essayer de faire passer des interventions pour chacun. Après, il y aura un débat, évidemment. J'espère qu'il y aura un enrichissement de cette table ronde. À toi, Kamel. Avant de commencer, d'accord, je remercie les organisateurs d'organiser les débats à l'université, parce que ce n'est qu'à partir d'un débat qu'on comprendra ce qui nous arrive aujourd'hui en Algérie. C'est à partir du débat qu'on pourra savoir où on va partir. Donc, je salue fortement les initiatives de débat qui sont ouvertes. C'est quelque chose qui permet de clarifier, de comprendre ce qu'on fait aujourd'hui, d'où on est venu et où on va. C'est ça tout l'intérêt. Donc, je vous remercie sincèrement. Pour comprendre le débat, le thème qui a été proposé, c'est le mouvement populaire et le mouvement social. Ou bien, quel est le rôle du mouvement syndical, social aujourd'hui, comme apport au mouvement populaire en cours, ou bien la révolution en cours. C'est un peu ça la problématique qui est soulevée. Mais pour comprendre un peu ça, on est obligé de faire un petit rappel des origines du mouvement pour comprendre beaucoup de choses, pour qu'on puisse agir demain en sachant d'où on vient. Il est impératif, de mon point de vue, pour tous les syndicats, pour toutes les organisations sociales, d'avoir un peu d'éclaircir. Donc le premier point, le mouvement du 16 février ou du 22 février, donc, puisqu'il a été initié à Kharata le 16 et est devenu national le vendredi à partir du 22, c'est un mouvement populaire radical qui pose la problématique de la souveraineté du peuple sur ses richesses, sur son pays. Fondamentalement ça, ils disent, il y en a marre, il faut que tout le monde dégage, et tout ce que vous voulez. Donc tous les mots d'ordre, essentiellement, si on les résume autour de ces trois mots d'ordre essentiels du mouvement, c'est la question de la souveraineté populaire qui est posée. Face à ça, on a un mouvement qui apparaît spontané, massif, qu'on n'a jamais vu quasiment dans le monde, qui touche 48 wilayas, qui occupe les villes entières durant la journée vendredi et les mardis par les universités. Et par moments, des grèves des secteurs d'activité économique qui accompagnent le mouvement dans le rapport de force avec le pouvoir en place. Le contexte, pourquoi le peuple s'est levé, on pourrait être, il y a l'aspect démocratique et l'aspect social, économique et social. Il y a d'abord l'aspect économique, c'est ce qu'on disait, ça fait des années, autant de richesses, autant de pauvreté. Il y a beaucoup d'argent dans le pays, et les gens n'arrivent pas à vivre. Autant d'argent dans le pays, et il y a toujours des attestations de pauvreté délivrées par les APC. Il fait partie du marasme. Il y a une dilapidation des richesses nationales inimaginable. Il y a une répartition inégale des richesses et d'autres aspects politiques. Ce qui nous intéresse surtout dans le monde du travail, c'est d'abord l'aspect démocratique au niveau syndical. Pour comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a vécu 20 ans, les dernières 20 années, c'est d'abord une dérive monarchiste en Algérie. Nous avons vécu 20 ans de fermeture de tout le champ démocratique, de toute organisation syndicale, de toute organisation politique, de toute association. Pendant 20 ans, il y a une politique. On disait dans les années vers 2005-2006, on disait chaque syndicat il doit avoir une photocopie. Chaque association a une photocopie pour avoir la mémoire. Ils ont normalisé les partis politiques, les syndicats, les associations de bienfaisance, tout. Ils ont pu casser tous les bouts d'organisation qu'il y avait dans la société, d'une manière ou d'une autre, aidés en cela par l'aisance financière, par un projet du pouvoir en place, incarné par Bouteflika. Donc voici ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se trouve dans un mouvement, et beaucoup de gens, beaucoup de personnes, de militants syndicalistes, de militants mouvement social, de gens de la société se disent, il faut qu'on s'organise, sinon on n'ira pas loin. Il faut faire ça.
Et quand on regarde l'état des lieux de l'organisation des forces sociales, on se rend compte qu'on a subi un grand coup. On a cassé toute organisation sociale, tout collectif. Ils ont nourri l'individualisme dans la société. Ils ont nourri ce crasque. On observe une désyndicalisation, les gens n'adhèrent plus aux associations, et beaucoup d'aspects dans ça. Et on a instrumentalisé la justice pendant 20 ans contre le droit de grève. On a instrumentalisé la justice contre les organisations syndicales. À titre d'exemple, il y a des collègues qui ont lancé un syndicat, c'était en 2000, ils voulaient lancer un syndicat en 2008. Ils n'ont jamais eu d'agrément. Le CES, le syndicat solidaire. Ça fait une semaine, comme j'ai déposé un dossier par solidarité avec notre collègue Chouicha pour le citer d'Oran, le ministère m'appelle et me dit « Vous êtes membre fondateur d'un syndicat ». C'était en 2008. Aujourd'hui, ils veulent tout, ils se rendent compte. Ça vous donne une idée de la peur qu'il y a sur les gouvernants, de leur volonté. Mais attention, jusqu'à la semaine passée, on a interdit des grèves dans les secteurs des télécommunications. Jusqu'à la semaine passée, on a instrumentalisé la justice pour interdire beaucoup d'activités syndicales. Ça n'a pas évolué beaucoup. Donc ça, c'est pour dire, c'est grave ce qui s'est passé, et pour ça. Pour revenir à aujourd'hui, particulièrement dans le mouvement, on est dans un tournant du mouvement, on est dans un tournant particulier. Nous sommes en face d'un pouvoir qui a une feuille de route qui est contradictoire avec la feuille de route du mouvement, avec toutes ses expressions, sa diversité. Lui, il a une feuille de route liée au 4 juillet, ou bien septembre, parce qu'il laisse la porte ouverte pour septembre. Et on a en face un mouvement populaire qui dit il n'y aura pas d'élection le 4 juillet. Et là, on assiste à un bras de force. Eux, ils misent sur un essoufflement du mouvement. Eux, ils misent sur le ramadan. Ils misent sur l'été pour la démobilisation. Ajouté à cela, il y a une logique d'arrestation démocratique, de militants politiques, pour ne pas citer Louis Ahnoun, d'autres personnes qui sont dans des listes qu'ils diffusent sur Internet ou je ne sais pas quoi. Il y a des arrestations du secteur du patronat, mais quand on regarde plus près, qu'est-ce qui est reproché au secteur du patronat? Qu'est-ce qui est reproché à Haddad? On lui reproche d'avoir 2 passeports. Qu'est-ce qu'on reproche à Arbab? On lui reproche d'avoir fait une surfacturation. Qu'est-ce qu'on reproche? Il n'y a aucun procès lié à la corruption, aux revendications du mouvement en cours. C'est aberrant, c'est une évidence, il faut qu'on prenne conscience. Donc ils ont une offensive, ils ont une feuille de route pour casser le mouvement, pour passer à la présidentielle. Pourquoi la présidentielle? Parce que la présidentielle est un enjeu majeur dans la continuité du système. C'est un enjeu majeur. Revendiquer une présidentielle, que ce soit en juillet ou en septembre, revient à garantir la continuité du système, même s'il y a des sacrifiés sur le chemin. Ils ont peur d'un autre scénario. Ils ont peur de la réappropriation de l'Algérie par le peuple avec ses choix démocratiques. Avec ses choix démocratiques. Ces deux aspects. Dans ce contexte, on a besoin, de mon point de vue, on a besoin d'organisations sociales qui nous permettent de peser. Je rappelle que les organisations sociales ont joué un rôle important pour le départ de Bouteflika, parce qu'on a tendance à l'oublier, que les grèves des 3 jours qui a précédé la démission de Bouteflika ont joué un rôle très important. Donc le mouvement social, j'ai dit que les travailleurs en général, ils ont un pouvoir économique qu'on ne peut pas nier. Sans les travailleurs de tous les secteurs mobilisés, ça va être difficile de continuer les vendredis. Il faut pousser, comme le font la CSA, comme le font certains secteurs du JTA qui se révoltent contre ce qui s'est passé dans leur syndicat. Il faut que les syndicats puissent jouer leur rôle central de force sociale. C'est une partie prenante du mouvement. Et on a vu la nuisance qu'ils ont les secteurs d'activité, que ça s'appelle Rouiba, que ça s'appelle Hassermel, que ça s'appelle le port, Sonatarak, tous les secteurs que vous voyez, ont un rôle à jouer.
il va falloir qu'ils s'organisent. C'est pour ça que la dynamique, il n'est pas là notre collègue de l'UJTA, mais c'est de ce point de vue que ce qui se passe à l'UJTA est important comme point d'appui dans le mouvement. Parce qu'il faut que le mouvement aille au bout de ses revendications. Il faut contrecarrer leur plan immédiat de division. Ils ont cité beaucoup de choses, le drapeau Mazeran, Aramtan, les ouaves, ils ont tout essayé. Mais là, ils ne mesurent pas. On n'a pas encore vu les forces sociales dans la scène. Elles commencent, elles jouent un petit rôle. Je pense, quand on parle d'auto-organisation, l'auto-organisation, ce n'est pas un schéma. Ce n'est pas un schéma théorique. C'est d'abord le collectif que vous faites à l'université, c'est une forme d'auto-organisation. C'est les syndicats tels qu'ils existent. C'est des comités de quartier qui font des banderoles pour marcher. C'est les collectifs femmes qui sortent un peu partout. C'est les cafés littéraires qui jouent le rôle de débat dans beaucoup de communes pour notre wilaya. C'est tout ça l'auto-organisation. L'auto-organisation, ce n'est pas pour avoir des représentants. Loin de là. Ce n'est pas ça. C'est pour organiser le débat et pour durer. Plus on débat, plus on comprend les enjeux. Et c'est comme ça qu'on va se prémunir contre les tentatives de déstabilisation, contre les campagnes qui sont en train de mener. Si on n'est pas organisé, on est plus facile à démobiliser de ce point de vue. C'est l'un des objectifs de notre organisation. Donc, essentiellement, c'est dans ça qu'aujourd'hui le débat sur le rôle des syndicats est important. Même si tous les syndicats ont subi des coups très durs, tous les syndicats ont subi des coups très durs pendant les 20 dernières années. Mais il y a une responsabilité pour qu'ils jouent un rôle comme force sociale dans l'Algérie de demain. Parce que demain, il est question de définir quelle Algérie on veut. Il n'est pas question de qui va nous gouverner. La question qui se pose devant nous, quelle est l'Algérie qu'on veut, quels sont ses contours sur les questions démocratiques, sur les questions sociales. Voici la première intervention. Pour respecter un peu le temps qui a été imparti, on va revenir dans le débat. Merci. Merci Kamel. Donc je passe la parole à notre ami Malik. Donc je vous remercie. Bon, c'est vrai que je suis venu aujourd'hui, je suis un peu malade, donc je ne sais même pas si je vais continuer la table ronde parce que bon, j'ai fait l'effort de venir. Bon, je vais dire rapidement ce que je pense. Je vais essayer de rester comme je peux. Moi, je vais donner juste mon avis concernant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend des syndicats. Moi, je dois d'abord dire, en parlant des différents syndicats, je dois dire que ces syndicats, avec quelques partis, je ne vais pas parler des partis politiques qui sont alliés avec le pouvoir, je parle des partis politiques d'opposition, je crois que c'est les seuls à être, c'est-à-dire structurés, organisés, et qui sont sur le terrain depuis quand même assez longtemps. Donc, les syndicats avec leurs militants sont les seuls, c'est-à-dire personnes identifiables dans la société. C'est-à-dire c'est les seuls militants qu'on connaît dans le temps et pas... Parce que nous avons remarqué une chose, ceux qui veulent réduire le rôle des syndicats font tout pour les dénigrer. Et aussi avec les partis politiques dont je parlais. C'est très facile de dénigrer des syndicats lorsqu'on voit que dans quelles conditions ces syndicats ont travaillé durant plusieurs années, les poursuites judiciaires, les blocages administratifs, les licenciements et ainsi de suite. Je prends le cas du CNES. Nous avons dans plusieurs de nos sections à travers le territoire national des enseignants, enfin des syndicalistes qui sont licenciés, qui sont dégradés, qui sont sous les poursuites judiciaires. J'aimerais bien donner l'exemple des enseignants d'Alger 3. À Alger 3, le recteur de cette université, qui est toujours recteur malheureusement, a déposé plus de 10 plaintes contre 4 membres de notre section. À chaque fois, il dépose plainte pour diffamation. Ils sont acquittés. Il y a la moindre publication sur Facebook, ils déposent encore plainte. Ils sont acquittés. Et tout ça,
le recteur ne dépense aucun sou, donc nos collègues ils dépensent leur argent avec les avocats, et le recteur utilise l'avocat de l'université, donc il paye aucun sou de sa poche. Ça c'est un exemple vraiment, et ce recteur-là, il est toujours là. C'est pour dire que c'est ceux qui ont le pouvoir, ils ont toujours le pouvoir, ils n'ont rien quitté, ils sont toujours à leur place. Le gouvernement c'est eux, les ministres c'est eux, la police c'est eux, ils sont aux commandes de tous les secteurs. Les différentes ambassades c'est eux, donc tout ce qui est ambassade, consulat, c'est toujours eux, c'est toujours la même clique. La clique que le Gaïd Salah avait justement appelée l'Aïsaba. Et l'Aïsaba c'est tout ça, ce n'est pas uniquement Saïd Bouteflika et de ses copains, c'est tous ceux qui sont en place. Donc je reviens donc à cette histoire de vouloir dénigrer les syndicats. J'ai dit qui sont sur le terrain, qui malheureusement n'ont jamais eu la parole. La presse, nous avons une presse qui justement qui a toujours mis en avant des charlatans, une presse qui aujourd'hui nous fait ressortir des enseignants dans n'importe quelle chaîne, c'est-à-dire n'importe quelle chaîne, je ne sais pas, ces chaînes-là locales. On vous ramène quelqu'un, on vous le présente, oustad, professeur, patati patata, alors que c'est des gens qu'on n'a jamais vus auparavant. On les présente et pour les gens, celui qui ne connaît pas, il se dit tiens, ça c'est... Alors que ce sont tous des imposteurs, tous ces enseignants-là que vous voyez passer à la télé, parce que les syndicats, les véritables syndicalistes qui s'opposent réellement, ils n'auront jamais le droit à la parole dans ces chaînes de télévision ou bien dans la presse. Rarement, bon. Il y a un minimum, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas cacher, ça passe dans tel journal ou de temps en temps, mais ni plus ni moins. Ils ont squatté, c'est-à-dire tout ce qui est audiovisuel, c'est vraiment, c'est-à-dire des médias lourds qu'ils utilisent pour justement, au profit de ce régime pourri, qui va essayer, qui va tout faire pour perdurer. Donc, ça c'était donc par rapport, c'est-à-dire c'était l'idée de dire quel est le rôle. Maintenant je vais revenir, moi j'ai essayé de décrire à peu près la situation difficile dans laquelle évoluaient les syndicats. Ces syndicats-là et ces militants, j'ai dit, ils font beaucoup de choses. Malheureusement les choses ne peuvent pas, les gens ne voient pas ce qu'ils font, parce que ce que font ces syndicalistes, ils le font depuis plusieurs années, ils ne le font pas comme ça, je veux dire, ce n'est pas 11 semaines de marche, hein, parce qu'il y a des gens qui croient vraiment que le militantisme ou la lutte, ce sont 2 mois de mobilisation, non. Le vrai militantisme, c'est quelqu'un qui milite, quelqu'un qui fait du militantisme, c'est vraiment quelqu'un qui résiste durant des années et pas durant des jours. Donc, je voulais bien, c'est-à-dire préciser ces choses-là. Maintenant, comme je l'ai dit, donc c'est les seules organisations qui sont organisées, qui sont déjà structurées. Donc leur rôle dans ce mouvement, il est visible. Et je veux dire, dans toutes les wilayas, moi je dirais, c'est entre autres, bon, il y a aussi les jeunes étudiants qui sont, je veux dire, qui sont très présents dans les manifestations, mais aussi les syndicalistes, ils sont aussi très présents. C'est-à-dire grâce à leur expérience d'organisation, de mobilisation, etc. Ils font partie donc de tous les gens qu'on voit sortir le vendredi et aussi les mardis. Donc voilà à peu près le rôle, déjà par rapport aux manifestations qui se déroulent chaque vendredi ou bien chaque mardi. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Les gens ils se disent qu'est-ce qu'on attend de ces syndicats. Moi, à mon avis, hein, ceux qui croient blesser s'il y a un problème d'idée, ou là, moi, à mon avis, c'est pas ça, c'est mon propre avis. Ceux qui croient qu'il y a un problème d'idée, il faudrait éclaircir les choses. Non, c'est pas un problème d'idée ni de rien du tout. Il y a une pression populaire, qui se fait dans la rue, ni plus ni moins. Et le peuple attend qu'il y ait une réponse de ceux qui détiennent encore le pouvoir. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir, et qui l'ont toujours détenu, ce sont les militaires. Bon, ça, ce n'est un secret pour personne. Donc, le peuple, avec ces pressions-là, attend tout simplement qu'il y ait un changement. Et le peuple n'est pas prêt à rentrer chez lui s'il n'y a pas de changement. Maintenant, les gens vont se dire, quel changement?
Après, il y a plusieurs questions qui se posent. On parle de période transitoire. Quelles sont les personnes qui vont être dans la période transitoire? Et là, on ne va pas s'en sortir. Mais ce qui est sûr, en parlant de personnes qui peuvent assurer la période, c'est ça c'est-à-dire la question où les gens n'arrivent pas peut-être à trouver des réponses. Parce que les autres vous disent non, on ne va pas désigner comme ça des gens, il faut aller au vote. Mais pour aller au vote, on ne peut pas aller au vote avec ces gens-là. Personne ne fait confiance à ce gouvernement. Donc qui vont être ces personnages qui vont gérer la période transitoire? Les seules personnes qui peuvent gérer une période transitoire, ça ne peut pas être des gens inconnus. Ça doit être des gens qui soient connus. Bon, je ne vais pas dire syndicat, mais bon. Je vais dire, je l'ai cité au départ, j'ai dit syndicat et parti politique. Parce que cette histoire-là de dire comme ça, non, on a un syndicat, on a un parti politique. Et qui va rester qui? Les gens vont dire, on va les ramener du Hirak. Les gens qui ont les moyens, ce régime, avec tout son argent, etc., avec toute sa c'est-à-dire sa presse écrite et audiovisuelle et tout ce que vous voulez. Il est capable de vous faire sortir, ils l'ont déjà fait, de vous faire sortir des milliers de charlatans. Des milliers de charlatans. On va vous afficher quelqu'un, d'ailleurs ça s'est fait, moi j'ai vu ça aussi avec certaines vidéos sur YouTube, on vous montre quelqu'un sur YouTube, il commence à faire un discours, on le partage, on dit celui-là c'est vraiment quelqu'un, c'est quoi cette... Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous avez une assurance que cette personne, pour qui elle roule cette personne? Personne ne le sait. D'ailleurs, je vais donner un exemple. Hein. Il n'y a même pas une semaine ou 2 semaines, j'avais partagé à Djibni, il y avait un enseignant à Constantine qui avait fait une intervention, elle était pas mal. C'était une assemblée générale de Constantine. Et bon, je l'ai partagé sur ma page. Même pas 2 semaines après, je vois un post sur le forum des enseignants de Constantine. C'était Zineb, tu la connais normalement, Zineb. Elle dénonce cet enseignant et pourtant elle était avec lui. Il venait, elle dit voilà ce qu'il avait fait au départ, maintenant il nous a séduits, de regarder ce qu'il fait, il remercie le Gaïd Salah. Bon, moi j'ai appelé tout de suite, j'ai supprimé ça de ma page. Bon, je ne pouvais pas laisser cette connerie sur ma page. Donc c'est pour vous dire, c'est très important, en parlant de personnes, il faut être réaliste et logique. Même les personnes connues et identifiables, c'est très important d'identifier les gens, même si elles ne sont pas parfaites. Mais on sait que depuis plusieurs années, ces personnes-là se sont opposées à ce système mafieux. Ça, c'est très important. On n'est pas dans la perspective de désigner. C'est vrai que parmi les jeunes, parmi les gens qu'on ne connaît pas, c'est vrai qu'il doit y avoir des gens parfaits, enfin presque parfaits, mais on ne les connaît pas. On n'est pas sûr de ce qu'ils sont. Donc, je l'ai bien vu ça donc, ces derniers temps, une presse qui nous présente des charlatans comme étant en perspective justement d'une certaine représentation. D'ailleurs, nous l'avons remarqué aussi, ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. C'est que beaucoup de gens, justement, j'ai envie juste de dire une chose importante. Hein. Tout le monde se rappelle avant le 22 février. Avant le 22 février, tout le monde sait comment étaient les choses. Bon, je vais pas aller, je vais prendre l'exemple de l'université. Nous étions tous à l'université, il y avait nos collègues, à l'université, je sais pas, il y a 1700 enseignants dans notre université. On savait bien qui s'opposait, qui voulait, qui revendiquait, qui dénonçait la mauvaise gestion, qui dénonçait les abus de pouvoir. On sait bien qui dénonçait ça. Et on sait aussi bien qui soutenait cette administration. L'exemple de la faculté de sociologie, où des enseignants ont signé avec leurs doyens pour licencier une collègue à eux. Vous vous rendez compte? Ils étaient nombreux, ces enseignants-là. Dans cette université-là, il y a eu des cas d'abus de pouvoir. Presque personne n'a soutenu les victimes. Presque personne.
Il y a eu des dépassements, presque personne n'a fait. Il y a eu un problème, je vais donner un exemple, il y a eu un problème des logements donnés aux médecins. Vous savez bien que, il y a 3 ans de ça, pour la distribution de logements, normalement, il y a, bon, ça c'est un cas pour l'université, il y a un classement qui se fait, etc. Le recteur a décidé tout seul d'octroyer, au départ, il voulait octroyer tous les logements aux médecins, qui viennent juste sortir, je veux dire, c'est des nouveaux médecins. Mais il y a eu une bagarre, normalement. Avec la mobilisation, on peut empêcher carrément le recteur de distribuer c'est-à-dire de faire ce qu'il avait à faire. Mais malheureusement, elle était où il n'y avait pas de mobilisation. Donc pourquoi je cite ça? C'est pour dire, il n'y a pas longtemps, ce n'est pas parce qu'il y a eu le 22 février que les gens ont changé. Les gens sont toujours ce qu'ils sont. Et pour que les choses soient claires. Mais par contre, ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de dire que la majorité était mauvaise. Pas du tout ça. Ce n'est pas la majorité. Mais les gens qui étaient mauvais, ils sont toujours mauvais. Et pire encore, ils veulent se redéployer, ils essayent de se redéployer, juste parce que pour pas mal d'entre eux, on va dire ils sont vierges parce qu'ils n'étaient pas connus. Donc ils essayent de se redéployer. Justement, c'est dans quel but, dans quel objectif? Dans l'objectif, justement, de voler c'est-à-dire à ce mouvement populaire, de se repositionner en tant que relais de ce régime qui veut, c'est-à-dire se reproduire en utilisant d'autres chiatines, d'autres personnes, et voilà ce que j'avais à dire donc par rapport donc au rôle des syndicats. Je vais juste rajouter autre chose qui se fait aussi sur le dos des syndicats, c'est qu'aujourd'hui, ça aussi, ça me fait un peu mal au cœur. J'ai vraiment vu ça un peu partout, dans certains de nos, puisque je représente le syndicat des enseignants du supérieur, le CNES, j'ai vu ça dans pas mal d'universités où il y a des gens qui font tout pour casser le syndicat. Ils font tout pour d'abord dénigrer le syndicat, le casser et parfois le remplacer. Alors que nous, en tant que syndicat, même si maintenant nous, par exemple ici à Bougie, il y a un collectif, je respecte le travail que fait le collectif enseignant ATS. Donc, ce collectif enseignant ATS n'a pas pour rôle de se substituer au syndicat, ou bien carrément de le dénigrer ou de le casser. C'est pas ce qui se passe chez nous. Donc ici, tant mieux. Mais je sais que dans certaines universités, on veut carrément se substituer à ce syndicat, casser ce syndicat, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour cela que nous avons dit à nos sections de faire attention à ces choses-là. Nous sommes structurés. Ceux qui ne sont pas structurés, c'est à eux de s'organiser et pas sur le dos des syndicats existants. Merci. Merci Malik pour votre intervention. Sans tarder, je donne la parole à M. Amoura, Boualem du SATEF. Donc, d'abord, merci pour le collectif des enseignants de l'Université Béja de nous avoir invités. Merci pour l'assistance d'avoir attendu. De prime abord, nous sommes à la veille du 19 mai, journée nationale de l'étudiant. Nous devrons nous rappeler les lycéens, les étudiants qui ont déserté les bancs d'école des lycées et des universités pour rejoindre la révolution, parce que sans eux, nous ne serons pas aujourd'hui ici même à tenir cette conférence. Bien sûr, dans le mouvement syndical, le dernier en date, c'est Idir Ashur, le coordinateur national du CLA. Pardon. Pour parler de l'apport du mouvement syndical
au mouvement en général populaire, ben, on voudrait bien commencer pas depuis 88, mais bien avant, parce que je parlais de ces étudiants, de ces lycéens qui ont abandonné les bancs d'école pour rejoindre la Révolution. À l'époque, peut-être, on ne parlait pas de syndicats d'étudiants ou de lycéens. Je pourrais aussi parler du mouvement du 19 mai 81, ici même à Béjaïa, des lycéens. Sans eux, peut-être, nous ne serons pas aujourd'hui dans cet amphi pour l'histoire, parce que le projet a été détourné vers Gigel. Les lycéens de Béjaïa sont sortis, pour les anciens, ils sont au courant, donc avec des marches, de la casse bien sûr à l'époque, pour essayer, pour garder le projet de l'université de Béjaïa, ici même à Béjaïa. Je parlerai aussi de Issa Tidir, le GTA de Issa Tidir. Issa Tidir, c'était le fondateur de l'UGTA authentique, pas de l'actuel. Issa Tidir, à l'époque, quand sa femme lui disait est-ce que tu es meilleur que les femmes des autres? C'est-à-dire l'engagement nini. C'est-à-dire que je veux dire que le syndicalisme, c'est des convictions d'abord, et puis c'est un engagement. Ce n'est même pas un choix, parce que des fois on se retrouve dedans, on ne sait même pas comment. Donc tous ces gens-là qui ont donné leur vie pour que vive l'Algérie, pour que nous, aujourd'hui, nous essayons, tant bien que mal, eh bien, de continuer ce combat, un syndicat. Je parlerai du rôle qu'a joué, par exemple, dans le mouvement culturel berbère, le Niem de Tizi Ouzou, avec Mustafa Pacha. À l'époque, on ne pouvait pas l'appeler syndicat. C'était des mouvements. C'était même interdit de créer. On ne pouvait même pas créer ni parti politique, ni de syndicat autonome. C'était le parti unique et le syndicat unique. Mais les gens, les travailleurs, essayaient de s'organiser, de s'auto-organiser. Ben, à l'époque déjà, ces travailleurs-là ont créé ce qu'on appelait le syndicat l'UDT, l'Union démocratique des travailleurs, présidé par M. Delmi, mais qui était contre déjà à l'époque, c'était l'UGTA. C'est-à-dire pour arriver, maintenant je vais arriver à parler après du rôle de l'UGTA actuellement. Donc après est venue l'ouverture démocratique avec les événements de 88 que nous avons nous-mêmes vécu à l'université à l'époque. C'était la mode, comme maintenant, après le 22 février. Tout le monde qui allait créer, qui voulait créer des syndicats autonomes, des partis politiques, bien sûr, d'opposition. Et à l'époque, on les appelait dans la Constitution de 89, même pas partis politiques. C'était des associations à caractère politique. Mais, de par le temps, ils sont devenus des partis politiques. Déjà, pardon, ça a été très difficile. Pour avoir un agrément, il fallait attendre. D'abord, on ne vous donne même pas d'agrément. Nous sommes le premier syndicat autonome de l'Algérie indépendante. Jusqu'à présent, nous n'avons que le récépissé de dépôt. Et on travaillait avec depuis 1990. Pour parler de l'apport du mouvement syndical pour tous les mouvements populaires en Algérie, il y avait tous ces mouvements-là dans les années 80, 90 même, mais est-ce qu'on pourra les appeler des syndicats autonomes? Moi, je voulais parler des comités des étudiants à l'époque. Je voulais parler, si j'ose dire, des associations qui n'étaient même pas reconnues. Parce qu'à l'époque, ce qu'a fait
Djahnin Nabila à Tizi Ouzou, l'association Terrarien Ntomtoth, dans les années 80. Parce que je peux l'appeler syndicat, c'était même pas un syndicat, mais vu le travail qui a été réalisé, moi je peux dire que ça rentre dans le travail syndical parce qu'il fallait briser le mur de la peur. À l'époque, du parti unique, c'était la dictature. Vous n'avez pas le droit d'affirmer vos positions. Les camarades, beaucoup de camarades de la gauche ont été déjà emprisonnés à l'époque, mais après 90, quand même, il y a eu une certaine liberté d'expression et d'exercice, du libre exercice. Bon, c'est après que les lois ont été votées, la 90-14, la 90-02 pour le libre exercice syndical. Il y a eu même l'apport du mouvement syndical, des syndicalistes dans le mouvement Larouche en 2001. Il y avait des syndicats qui étaient impliqués. Bon, mais comme disait M. Issat à l'époque, les gens vous disent on n'a pas besoin de syndicats dans notre mouvement, alors que c'était une erreur, parce que les syndicats, ils ont une certaine organisation, ils ont des adhérents. On ne pouvait pas travailler, continuer à travailler dans l'anarchie. Après 88, il y a eu création de plus de minimum de 60 syndicats autonomes, entre guillemets pour certains, mais sur le terrain, on ne voyait même pas 10 à 12 syndicats qui activaient. Vous activez, comme a dit monsieur, je pense aussi c'était monsieur Issat, à chaque fois vous clonez, on vous crée un autre syndicat, un deuxième bis, un syndicat bis, et bien sûr tout ça, c'est pour essayer de normaliser, de casser toute voix discordante qui ne parle pas le langage du pouvoir. Maintenant, je pense que ça a été quelque chose de positif, mais jusqu'à présent, il y a encore des entraves au libre exercice syndical. Malgré cela, ces syndicats-là ont réussi à se constituer en confédération des syndicats algériens autonomes, malgré le refus de Sidhoum Saïd, parce que, vous savez, tout proche de nos voisins, de Tunisie et de Maroc, ils ont plus de 5 centrales syndicales. En Algérie, il n'y a qu'une seule centrale syndicale et on refuse de créer une autre centrale syndicale. C'est Sidhoum Saïd qui l'a refusé parce qu'on avait déposé le dossier le 30, le 31, même pas 24 heures, et ils nous disent, voilà, vous prenez tout votre dossier. Même, ils ne nous mettent même pas des réserves. Ben, nous continuons toujours à travailler avec les camarades du CNES et tous les autres secteurs, à travailler dans ce cadre-là. Notre rapport a été, avant 2019, pour le mouvement populaire, nous avions réussi à casser le mur de la peur à Alger. Il était interdit de manifester à Alger. Nous l'avons fait en 2 fois. En 2016, contre l'abrogation de la loi sur la retraite, anticipée sans condition d'âge. Des gens, des femmes, des travailleurs et des travailleuses ont été jetés dans rien. Ils ont été jetés dans des autoroutes, loin d'Alger. Nous avons refait la même chose, pardon, le 25 novembre 2017. Donc nous n'avons pas attendu 2019 pour essayer de manifester à Alger. Malgré que certains étaient restés en spectateurs à Alger, ils ne nous ont pas rejoints. Ben, maintenant que le mouvement est là, nous en tant que confédération, nous avons mis de côté toutes nos revendications sectorielles et professionnelles. Nous avons rejoint ce mouvement parce que nous considérons, et nous le sommes, une partie de ce peuple. Nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui se passe chez nous en Algérie.
Parce que aussi nous sommes des partenaires sociaux. La Tunisie a été sauvée par son syndicat, l'UGTT. À la différence qu'en Algérie, l'UGTA a vendu les travailleurs. Donc, la Tunisie avait la chance d'avoir l'Union générale des travailleurs tunisiens. Au moment où il y avait danger sur la Tunisie, ils se sont impliqués et quand même, ils ont réussi à rassembler les Tunisiens et à se mettre d'accord sur un minimum commun ou sur un dénominateur commun. C'est ce que nous essayons de faire maintenant, parce que le mouvement il ne peut pas, il ne doit plus continuer à fonctionner comme ça, sortir dans la rue et rentrer chez soi. On a vu des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui sortent dans toutes les wilayas, mais et après, que faut-il faire? Le 4 juillet s'approche. Le pouvoir actuel, le porte-parole Gaïd Salah, lui, il persiste sans tête à organiser les élections le 4 juillet. Nous lui avons posé la question comment, où, avec quel peuple va-t-il le faire? Parce que le peuple le refuse. Hier encore, les étudiants sont sortis. Ce vendredi, les Algériens sortiront pour dire que vous ne pouvez pas organiser ces élections. Donc c'est pour cela que nous avons décidé, nous en tant que confédération, de prendre une initiative et de réunir en premier lieu ce samedi les organisations nationales et les associations nationales à Alger. Et pour la deuxième étape, nous irons vers la rencontre des partis politiques parce que nous considérons qu'il ne peut y avoir de démocratie sans parti politique. C'est impossible, nous ne pouvons exclure personne, mais en ce qui nous concerne, nous avons exclu les partis qui sont derrière la dilapidation des richesses du pays, ceux qui nous ont menés à cette situation, qui ont mené l'Algérie et la jeunesse algérienne à se jeter dans l'eau des mers, à fuir leur pays, à s'exiler, qui ont mené et poussé des universitaires algériens à aller faire le bonheur des autres pays. Donc, c'est en quelque sorte ce que nous pouvons apporter pour ce mouvement. Je vous remercie et nous sommes à votre disposition. Il y a une chose, puisque nous sommes en université, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de gens, moi ce que je voudrais, c'est que les étudiants en sociologie essayent de faire des thèses, de s'intéresser au mouvement syndical en Algérie. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu écho d'une thèse. À Alger, on a eu à rencontrer des doctorants et des doctorantes, mais leur thèse n'a pas été faite sur l'histoire ou l'historique du syndicalisme autonome en Algérie. Et je vous remercie. Merci, M. Amoura. Sans tarder, je passe la parole à notre dernier intervenant, Lahsen Mansouri du CNAPEST. Azul Flawen, donc je remercie les initiateurs de cette initiative et pour ma part, donc, étant un représentant de Wilaya du syndicat CNAPEST, je vais juste vous faire un petit aperçu sur la situation des syndicats autonomes en Algérie parce que le pouvoir politique, comme vous le savez, est allergique à tout ce qui est démocratique, tout ce qui a un fonctionnement démocratique ou tout ce qui peut apporter un changement. Donc, Zram, c'est un pouvoir autiste. Nous avons donc subi les pires, c'est-à-dire les intimidations, les médias, bien sûr, qui sont à la solde du pouvoir politique, nous ont traité de tous les noms d'oiseaux depuis la création de ce syndicat en 2003.
Donc nous avons initié des actions. Le but était dès le départ, c'est-à-dire d'essayer un tant soit peu d'améliorer les conditions c'est-à-dire de travail, les conditions socio-professionnelles d'une catégorie de la société qui est la catégorie des enseignants, mais c'est-à-dire nos actions, bien sûr, ont comment dire bénéficier, c'est-à-dire bénéficier à beaucoup d'autres catégories. D'ailleurs, nous, à chaque fois, on nous le dit, même des fois, c'est-à-dire dans la rue, comme quoi le CNAPEST a fermé la parenthèse en 2003 de la période du terrorisme, la décennie noire, et a ouvert une autre parenthèse. Dès le départ, donc, nous avons essayé de travailler dans un cadre d'une intersyndicale de l'éducation. Nous avons initié des actions avec d'autres syndicats de l'éducation pour essayer d'améliorer, d'apporter un plus à cette école, parce que le slogan, c'est école, militantisme et citoyenneté. Ça veut dire, sans une école de qualité, il n'y a pas espoir d'avancer, parce que tout passe par l'école. Le pouvoir investit beaucoup dans l'école pour, bien sûr, abrutir le petit peuple et c'est-à-dire le mettre hors d'état de nuire, parce que pour eux, c'est-à-dire il y a l'école publique qui sert de déversoir pour c'est-à-dire toutes les politiques idéologiques arabo-ba'athistes, c'est-à-dire l'endormissement, l'endoctrinement, etc. Et de l'autre part, leur progéniture à eux est formée dans des écoles, bien sûr, par exemple, il y a des gens qui appellent, ça c'est un processus qui date de bien longtemps, c'est-à-dire l'endoctrinement pour les enfants du peuple et les écoles d'élite pour leurs propres enfants, bien sûr, qui sont directement formés pour prendre la relève de leurs parents. On a été confronté à toutes sortes de difficultés. Les syndicats autonomes ont été, c'est-à-dire ils ont tout fait pour les laminer. La même chose pour les partis politiques. Chaque fois qu'il y a une émergence d'une force sociale, ils essayaient c'est-à-dire de la dévier d'abord de sa trajectoire. Si elle arrive à se structurer, on lui crée, M. Aïssat Irbiben, le mode de fonctionnement. À un moment donné, il a agacé le ministère, il a agacé le gouvernement. Je vous rappelle qu'en 2008, une grève, on nous a, c'est-à-dire, monté un conseil de guerre présidé par Ouihia, le ministre de la Justice d'Inna, le ministre de l'Intérieur, le ministre c'est-à-dire un conseil de guerre contre un syndicat, et pourtant c'était une corporation qui demandait à être, c'est-à-dire considérée en tant que telle, c'est-à-dire c'est vrai, ça fait partie de la crème de la société, parce que nous contribuons à former le citoyen de demain, et c'est d'abord ça qu'il faut, la question qu'il faut se poser. C'est vrai, dès le départ, nous avons adhéré à ce mouvement, bien sûr, en refusant d'abord de travailler, de répondre. Nous étions peut-être les premiers à être invités par le chef du gouvernement, Bedoui. Nous avons refusé l'invitation du ministre, c'est-à-dire, vous n'êtes plus légitime, donc les ponts sont rompus. Nous avons bien sûr participé à des actions dans le cadre d'intersyndical où il y a c'est-à-dire 6 syndicats d'éducation. Par la suite,
dans un cadre plus élargi, qui est la CSA, Confédération des syndicats algériens. Donc, nous avons initié nous avons fait partie de 2 actions qui ont eu lieu le 30 avril et le 1er mai à Alger. Bien sûr, toujours il y a nous, Karnak, c'est-à-dire d'achid nanana qu'il jama'a arwaho, sinon les autres jours ma tjouch. Bien sûr, on a été aspergé de lacrymogènes, etc. La machine répressive a été mise en branle. Le dernier Conseil Nord, il a installé une commission de réflexion à une feuille de route qui va essayer d'apporter sa contribution pour une sortie de crise. Bien sûr, la transition, pour nous, elle est inévitable. Elle est inévitable dans la mesure la proposition Nord, c'est une instance présidentielle. Une instance présidentielle qui va chapeauter, qui va mener, piloter la transition. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un retour à la case départ. Le peuple, le pouvoir incarné par l'armée, il va arriver la case départ. Bon, tu vois là, bien sûr, sur certaines chaînes de télévision, sur des réseaux sociaux, tu vois là, on a ce syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm, il est en train d'apparaître. C'est l'armée, notre salut. On a été pris en otage, l'Algérie, la République algérienne depuis 62, pardon, RSA, il est pris en otage. Nous ne partageons pas cette option. S'ils veulent une sortie honorable pour eux, ils n'ont qu'à traduire les slogans et des c'est-à-dire le slogan Madina est c'est-à-dire Issa des termes politiques pour le traduire, pour c'est-à-dire l'aboutissement. Le changement, adressé par les syndicats autonomes, adressé par les étudiants, adressé par les partis politiques, sans Ouidakaye, ça veut dire on ne fera que retourner, c'est-à-dire à la case départ. C'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Mansouri. Voilà, donc on a fait le tour de table, c'est une table ronde, même si elle n'est pas ronde. Donc, passons juste, notre ami, il a cité un point que je voulais juste entre parenthèses, puisqu'on est, vous avez utilisé un terme. Pouvoir autiste, les autistes. Avec, oui. Je vais continuer juste voilà. Puisque pourquoi je l'ai déjà dit dans une déclaration publique. Quand je vois un autiste, j'ai envie de le prendre dans mes bras et de le serrer parce que c'est une personne là. Mais dans le sens politique, c'est autre chose. C'est-à-dire. Il veut pas, il fait l'autiste. Machine n'est pas, il fait l'autiste pour ne pas. Oui, je parle de ça parce que je suis impliqué directement. Je suis père d'un enfant autiste, en même temps secrétaire général de l'association des enfants autistes. Donc j'étais très impliqué. Donc c'est pour ça que même nous on combat certains réflexes, certains. Je sais que il a un autre sens, mais on le dit comme ça pour les autres. Parce que c'est vrai que ce pouvoir, il ment, il s'avoue ce qu'il dit, ce qui n'est pas le cas de cette catégorie. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc voilà, le tour est fait, le débat est ouvert.